Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler de la congélation et de la greffe de tissu ovarien. On en a un petit peu parlé précédemment. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai espoir dans toutes les techniques de congélation. Le fait de maîtriser la congélation de gamètes, d'ovocytes ou de tissu ovarien ouvre un champ assez extraordinaire pour les patientes qui doivent être traitées pour des pathologies cancéreuses ou autres d'ailleurs, mais ça peut repousser aussi l'âge de la ménopause. On va pouvoir faire énormément de choses quand on greffe du tissu ovarien. Donc il y a un espoir assez faramineux qui est projeté dans tout ça. Alors c'est vrai que le problème, pourquoi la congélation de tissu ovarien? Initialement chez des patientes avec des cancers, on en a parlé parce que la fonction ovarienne se dégrade, ça a été dit. Après la chimiothérapie, il y a beaucoup moins de follicules primordiaux dans les ovaires. Et les patientes qui ont été guéries pour un cancer, malheureusement, quand on leur fait de l'assistance médicale à la procréation, ça marche extrêmement mal. On doit annuler les cycles, elles ne répondent pas bien au traitement, elles produisent moins d'embryons et elles font plus de fausses couches. Donc au final, elles ont moins de grossesse, tant et si bien que l'assistance médicale à la procréation post-cancer, en tout cas avec des gamètes qui ont été imprégnés par des traitements gonadotoxiques, n'est pas très efficace. Donc les techniques de préservation de la fertilité se sont développées. Vous en avez entendu parler, la congélation d'ovocytes et la congélation d'embryons, même si je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment encore en parler beaucoup au vu de l'état de beaucoup de pays et du taux de divorce et de séparation, et la congélation de tissu ovarien. Le but de tout ça, Mohamed vous en a parlé tout à l'heure, c'est la qualité de vie. Et c'est vrai qu'on veut essayer pour ces survivants du cancer de leur donner la qualité de vie la meilleure possible. Et éventuellement, quand on greffe du tissu ovarien, puisqu'il y a une reprise de fonction endocrine, de pouvoir retarder éventuellement l'âge de début de la ménopause. Donc le but de tout ça, ça va être, contrairement à la congélation d'ovocytes, et même si c'est une technique qui est encore expérimentale, en tout cas encore considérée comme expérimentale, même s'il y a tout un lobbying qui essaye de faire en sorte de pousser pour que la greffe de tissu ovarien ne soit plus reconnue comme quelque chose d'expérimental, mais plutôt de quelque chose d'établi. L'objectif, c'est de congeler un maximum de follicules, donc de follicules primordiaux ou primaires, au sein de bandelettes de cortex ovarien, avec pour objectif, au moment de la greffe, d'avoir une reprise à la fois de fonction endocrine et de fonction exocrine. Alors, quand on regarde un peu les indications, vous voyez que les indications de congélation de tissu ovarien, c'est principalement les maladies hématologiques. Les maladies hématologiques que vous voyez là, moi je ne vois pas bien mon pointeur, mais vous le voyez peut-être. Et d'accord, si il marche, je le vois sur le mur là-bas, mais je ne le vois pas sur l'écran. Il y a un peu les tumeurs ovariennes, les cancers du sein aussi, même si vous verrez qu'on en parlera, c'est un peu plus discutable dans le cancer du sein. Et le gros enjeu reste quand même aujourd'hui beaucoup les maladies hématologiques, avec principalement le Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniens et les leucémies. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que les techniques de préservation de la fertilité doivent se réaliser avant toute chimiothérapie. C'est vrai surtout quand on veut congeler des ovocytes. Pourquoi? Parce qu'il y a un double effet de la chimiothérapie. Il y a une destruction du pool de follicules globale à la fin du process de chimiothérapie. La résultante est une baisse du nombre du stock de follicules, mais les premiers dégâts de la chimiothérapie sont sur les follicules en croissance. Et les follicules primordiaux sont relativement protégés initialement des dégâts de la chimiothérapie. Ce qui veut dire que dès lors que vous allez vouloir faire des techniques de stimulation ovarienne où vous allez travailler avec les follicules en trop, soit en essayant de les stimuler, soit en essayant de les prélever pour de la maturation in vitro, en tout cas dès lors que vous voulez congeler des ovocytes ou des embryons, eh bien vous allez travailler avec des ovocytes qui vont être immédiatement, qui seront les premiers à être détruits, à être impactés par la chimiothérapie. Tant et si bien, et compte tenu des taux de grossesse et des catastrophes qu'il y a pu y avoir, notamment chez l'animal, quand on réutilisait des ovocytes prélevés juste après une chimiothérapie, eh bien, on a dit qu'il ne fallait pas, en tout cas il fallait attendre 6 mois que toute la chimiothérapie ait été en quelque sorte éliminée pour pouvoir congeler quelque chose. Le problème, c'est que si vous voulez congeler des ovocytes après chimio, il n'y a plus rien. 6 mois après, c'est trop tard. Donc, le fait que les follicules primordiaux soient relativement peu dégradés par les premières lignes de chimiothérapie va faire que c'est la seule technique qui soit possible à proposer quand une chimiothérapie a déjà été initiée. On ne congèle pas d'ovocytes quand il y a eu un début de chimiothérapie, en revanche on peut encore congeler du tissu ovarien.
Ça, c'est ce que je viens de vous dire en gros, et vous voyez qu'en fait, sur les follicules primordiaux, il n'y a pas d'apoptose en fait. Donc il y a une apoptose des follicules en croissance, mais pas d'apoptose des follicules primordiaux, ce qui fait qu'a priori, on peut les congeler. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre? Quelle quantité de tissu ovarien? Eh bien, ça va dépendre en fait de la gonadotoxicité du cancer et un peu de la fonction ovarienne de la patiente. En général, notamment quand on est hautement gonadotoxique, et je vous rappelle que les indications aujourd'hui de prélèvement de tissu ovarien, c'est des patientes chez qui on attend une toxicité extrêmement importante de la chimiothérapie. Donc on enlève en général un ovaire entier, mais de plus en plus, notamment dans le cancer du sein, on va enlever un petit peu moins de tissu et on va faire soit des hémiovariectomies, soit éventuellement prélever quelques biopsies, quelques bandelettes de corticale ovarienne, 4-5 fragments, pour essayer de ne pas être trop délétère pour la fonction ovarienne résiduelle si on pense que la chimiothérapie n'est pas hautement gonadotoxique, et de quand même pouvoir donner des chances à ces patientes au moment de la greffe, parce qu'on a besoin quand même d'une certaine quantité de tissu ovarien à regreffer pour pouvoir offrir des chances à ces patientes. Est-ce que c'est problématique d'enlever même un ovaire? Non. On le sait chez des patientes déjà infertiles ou qui sont suivies même en dehors du cadre de l'infertilité. Quand on enlève un ovaire, on n'est pas ou quasiment pas ménopausé plus tôt et on n'a pas une fertilité altérée. Quid chez les patientes qui ont eu une chimiothérapie et à qui il ne restait plus qu'un seul ovaire? Ça a été fait par les Danois. Ils ont regardé sur une base de questionnaires, donc c'est discutable comme méthodologie. Mais en tout cas, on s'aperçoit qu'en gros, chez les patientes qui ont essayé d'être enceintes, la majorité même de celles qui avaient qu'un seul ovaire ont réussi à le faire, en dépit du fait d'avoir plus qu'un ovaire restant et reçu de la chimiothérapie. Donc en d'autres termes, on ne lèse pas les chances des patientes en leur enlevant du tissu ovarien. Comment est-ce qu'on fait? Alors en général par célioscopie, c'est le plus simple. Mais c'est vrai que pendant un temps, c'est discuté le fait de le faire par laparotomie. Clairement, il n'y a plus d'indication, sauf si vous faites une laparotomie pour une autre indication, pour une indication chirurgicale, que vous avez une indication de laparo, dans ce cas-là, vous le prélèverez dans le même temps. Mais sinon, il faut faire des prélèvements par célioscopie. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Et ce qui est le moins invasif pour ces patientes, qui sont, encore une fois, dans un état qui n'est pas toujours simple, dans un état général qui n'est pas toujours simple. La méthode de congélation, congélation lente ou vitrification, pas de différence a priori. Aujourd'hui, on n'arrive pas à montrer une réelle supériorité de la vitrification pour ce qui est de la congélation de tissu ovarien, si ce n'est que sur cette dernière méta-analyse, il y avait quand même un tout petit peu moins de dégâts sur l'ADN des follicules primordiaux chez les femmes qui avaient été prélevées et dont on avait vitrifié les ovocytes comparativement à celles chez qui on avait congelé en lent leur tissu ovarien. Alors, quid de la greffe? La greffe, où est-ce qu'on greffe? On peut greffer soit au niveau orthotopique, au niveau du pelvis, ou au niveau de l'ovaire restant, soit au niveau hétérotopique, ça peut être la paroi abdominale, ça peut être l'avant-bras, ça peut être la capsule rénale, ça peut être même le sein, ça a été fait un peu partout. Donc ça marche. Pourquoi? Parce que l'ovaire est finalement assez plastique et il a des capacités d'adaptation qui sont assez extraordinaires pour repartir. Et finalement, l'environnement naît pour le fait qu'il reparte et qu'ils reprennent une activité, en tout cas endocrine. Il n'y a pas besoin d'un environnement vraiment particulier. Alors, je ne sais pas si ça va passer. Ouais. Alors, donc, on a les fragments de tissu ovarien qui sont travaillés un petit peu. On les retouche un petit peu et on va les greffer soit au niveau d'une fossette péritonéale qu'on va créer, soit au niveau de l'ovaire restant. Je vous le montrerai après. Ça, je remercie l'équipe d'IVI pour m'avoir donné la vidéo. Et donc, c'est une réimplantation de cortex ovarien, vous voyez, par la parotomie, où ils vont replacer ces fragments de cortex. Alors, la vidéo est peut-être un petit peu longue. Je ne sais pas si on ne peut pas l'avancer un tout petit peu. Je ne sais pas s'il y a moyen de l'avancer un peu, ce serait pas mal. Alors, c'est assez précautionneux. Ils vont ouvrir la capsule ovarienne, la partie très superficielle, et ils vont glisser ces petits fragments de cortical, qui sont des fragments de cortical extrêmement fins, vous voyez, de moins d'1 millimètre d'épaisseur, et en gros d'1 centimètre sur 5. Ils vont les glisser au niveau du cortex, juste en dessous la capsule ovarienne. Et ils vont refermer comme ça. Alors, on peut faire ce type de technique en glissant les petits fragments sous la paroi de l'ovaire, mais on peut aussi décortiquer l'ovaire pour le faire saigner un petit peu, et replacer et suturer immédiatement sur cet ovaire. Ça, c'est plutôt ce qu'on fait. Je vous remontrerai une vidéo avec ça.
Alors cette image qui est relativement connue, qui était la greffe de cette femme qui est en train d'ovuler de son avant-bras droit, qui a sélectionné un follicule dominant, donc très impressionnant, mais aujourd'hui pas de grossesse comme ça. Alors il y a 2 grossesses en hétérotopique rapportées, donc beaucoup moins que sur on va dire une 120, 130 grossesses rapportées selon la dernière revue de Jacques Donez sortie il y a 3 jours. Donc globalement, l'hétérotopique marche quand même moins bien. Pour une reprise de fonction ovarienne, ça marche très bien en hétérotopique. Pour la fertilité, c'est beaucoup moins performant. Donc ça, c'était la première grossesse publiée en 2004, un peu décriée parce que la patiente avait encore un ovaire fonctionnel. Elle a été greffée 2 fois et elle a été enceinte comme ça. Deuxième grossesse en 2005, qui celle-là n'a pas fait de doute, et donc vraiment directement imputable à la greffe. Alors combien de temps est-ce que les greffons mettent vraiment à s'activer? Vous voyez qu'il faut vraiment 32 semaines, donc quasiment 8 mois, pour avoir une FSH qui revient à des valeurs quasiment normales. Ça, c'est les travaux des équipes danoises qui avaient montré ça. Donc il faut être un peu patient. Combien de temps est-ce que ça dure? On va dire en moyenne 3-4 ans. Il y a des femmes qui ont gardé leur ovaire jusqu'à une fonction ovarienne jusqu'à 7 ans, mais la moyenne reste 3-4 ans. Donc ça veut dire que ces femmes-là, elles ont un temps limité avec cette fonction ovarienne. Ça veut dire qu'il va falloir potentiellement les greffer plusieurs fois. Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir suffisamment de cortex congelé. C'est ce que disent les partisans d'enlever un ovaire entier, ou au moins un demi-ovaire, pour avoir de quoi greffer éventuellement plusieurs fois ces patientes. Cette greffe de tissu ovarien, elle est intéressante parce qu'elle peut aussi permettre, elle l'a montré, liée à la production ovarienne, à la production endocrine qui peut être reproduite, c'est d'induire une puberté. Donc ça, c'était une jeune fille qui avait été prélevée dans un contexte d'hémopathie, et elle avait été prélevée en prépubère, et on lui a regreffé pour lui induire une puberté. Ça avait été fait par une équipe française qui avait été la première à le rapporter. Alors, mais c'est vrai que le problème dans la durée de vie de ces fragments, c'est l'ischémie qui va pouvoir y avoir. Ischémie à plusieurs moments, ischémie au moment du prélèvement et surtout ischémie au moment de la réapparition, de la retransplantation, au moment de la décongélation et au moment de la greffe, puisque ce sont des greffes avasculaires qui vont nécessiter une néovascularisation qui va mettre un certain temps à se faire, et en moyenne au minimum 7 jours. Et pendant ces 7 jours, eh bien, c'est un fléau qui s'abat sur ces follicules, et il y en a 65% à peu près qui vont être détruits. Tant et si bien que cette greffe de tissu ovarien, on dit toujours elle ne doit pas être proposée après 37-38 ans parce que la quantité de la densité folliculaire est plus suffisante, et on n'aura pas de grossesse qui pourra être obtenue parce qu'en fait on aura déjà des femmes en insuffisance ovarienne immédiatement, puisque la greffe ne va pas vraiment fonctionner ou fonctionner à minima. Alors c'est vrai et c'est pas complètement vrai, parce que ça pose 2 questions. La première question que ça pose, c'est quid des femmes jeunes qui ont des réserves ovariennes altérées? Est-ce qu'il faut les prélever? Est-ce qu'il faut congeler du tissu ovarien au risque de précipiter encore le déclin de la fonction ovarienne? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça marche en dépit d'une densité faible? Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation. Donc aujourd'hui, on dit, bah oui, chez les femmes jeunes, il faut faire le maximum, donc on leur enlève du tissu ovarien, même si elles ont une densité folliculaire estimée relativement faible. Mais on ne va pas le faire chez des patientes de 37-38 ans, et pourtant, il y a des grossesses, dans la centaine de grossesses rapportées, il y en a un certain nombre qui sont chez des femmes de 39 ans. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, cette limite dans l'âge de prélèvement du tissu ovarien. Alors, pour essayer de lutter contre cette ischémie, notamment au moment de la greffe, il y a des molécules qui ont été utilisées, qu'on a essayé d'utiliser de manière assez expérimentale, anti-apoptotiques ou provasculaires, pour essayer de réduire en fait ce temps d'ischémie et d'améliorer les résultats de la greffe. Aujourd'hui, il n'y a pas de données très probantes concernant l'ensemble des agents qui figurent sur la diapositive. En revanche, nous, c'est la stratégie qu'on a adoptée, c'est de faire une greffe en 2 temps. Pourquoi en 2 temps? Parce qu'en fait, on a montré que sur le VEGF s'active, et vraiment, il y a un pic de VEGF 4 jours après une première greffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez activer vraiment votre processus de néovascularisation. Vous allez avoir 4 jours qui vont servir à rien finalement, à permettre une production de VEGF. Et à partir de ce moment-là, quand le VEGF est à son pic, on va sûrement avoir les néovaisseaux qui vont apparaître de manière plus efficace. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de faire une première greffe pour activer un petit peu les choses, activer le VEGF, et dans un deuxième temps,
de faire la greffe à proprement parler avec l'ensemble des fragments pour profiter de ce pic de VEGF et réduire l'ischémie potentielle sur ce tissu. Alors ça c'est la greffe en 2 temps. Premier jour, d'accord. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas passée, ça a l'air d'être la deuxième. On retravaille un peu les fragments. Et sur la greffe, sur le premier jour, en fait, ce qu'on fait, on replace 1 ou 2 fragments au niveau soit d'une fossette ovarienne, en général au niveau d'une fossette ovarienne qu'on aura créée. Et dans un deuxième temps, on fait la greffe. Alors vous voyez que très souvent, on récupère des fragments qui sont petits et qui sont assez compliqués à suturer. Du coup, on a travaillé ça avec Pascal Pivert à Limoges, le fait de faire un espèce de patch qui est suturé au laboratoire pour permettre d'avoir directement un patch plus facile à suturer. Le patch est là, et vous voyez qu'on va le regreffer de manière assez simple. Donc là, c'était en chirurgie robotique. Vous voyez qu'on est en train de greffer le patch au niveau d'une fenêtre de péritoine. Et c'est beaucoup plus simple techniquement que de greffer plusieurs mini-fragments. Ça se fait beaucoup plus facilement. Alors, est-ce qu'on peut congeler un ovaire entier? Alors, c'est sûrement l'avenir, parce que c'est vrai que pour essayer d'éviter cette déperdition folliculaire, il faut être optimal au niveau vascularisation. Et c'est vrai que si on était capable de congeler un ovaire entier avec son pédicule, on ferait une vraie greffe à proprement parler, comme ça se fait dans la greffe rénale, où on a besoin d'avoir un pédicule pour permettre d'avoir une vascularisation optimale. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On n'est pas capable de le faire, sans doute principalement parce que les cryoprotectants n'arrivent pas à pénétrer toute l'épaisseur d'un ovaire entier. C'est aujourd'hui trop compliqué. Et puis aujourd'hui, un ovaire, c'est beaucoup plus compliqué à prélever avec son pédicule qu'un rein qui a un pédicule beaucoup plus large. Donc c'est sans doute une technique d'avenir, mais aujourd'hui qui n'est pas réaliste. Alors quid de la FIV une fois qu'on a greffé? Alors c'est pas terrible en termes de nombre d'ovocytes récupérés. Il ne faut pas vous attendre à ce que vos patientes elles répondent de manière incroyable. En général, on conseille de les stimuler à partir de 4 à 6 mois après la greffe, parce que c'est à ce moment-là que normalement elles sont à peu près dans la moyenne où elles ont une FSH qui commence à bien avoir baissé et une AMH quand elle est dosée qui commence à remonter un petit peu. Et à ce moment-là, on commence les stimulations pour essayer de collecter des ovocytes des fois que le tissu ovarien soit amené à se nécroser, à ne plus survivre. Donc en fait, vous voyez, c'est la 3e colonne, j'arrive pas à vous la montrer là, mais vous voyez que le nombre d'ovocytes est relativement faible, entre 2, 5, mais on n'a pas des ovocytes en nombre incroyable. Ceci étant, sur la centaine d'enfants qui sont nés, on va considérer qu'il y en a au moins pas loin de la moitié qui sont nés après fécondation in vitro. Donc même si on n'a pas beaucoup d'ovocytes récupérés, eh bien les ovocytes sont de qualité suffisante pour permettre d'avoir des grossesses. Et aujourd'hui, on va considérer qu'il y a à peu près 130 naissances dans le monde, pour un nombre encore pas très bien connu de greffes, mais on estime, pour ceux qui ont fait un peu les études là-dessus et qui ont groupé et qui ont colligé leurs résultats, entre 20 et 35% de taux de succès. Alors, ça pose des questions. Par rapport à l'ovocyte, c'est vrai qu'on est quasiment dans les mêmes taux de succès pour une certaine tranche d'âge, 30% de chances de grossesse avec de l'ovocyte prélevé chez des femmes relativement jeunes. C'est moins bien que quand on a prélevé du tissu ovarien chez des femmes relativement jeunes, c'est moins bien que ce qu'on peut avoir avec une quinzaine d'ovocytes chez une patiente qui a moins de 35 ans, ce qu'ont montré les Espagnols. On est quasiment à 70% de grossesse. Donc c'est une technique d'appoint et qui doit être proposée. Aujourd'hui, quand on ne peut pas stimuler les patientes, la stimulation restant aujourd'hui encore le gold standard pour nous. Alors l'autre problème, le problème d'avoir congelé des cellules tumorales, c'est vrai qu'on congèle un tissu, on ne congèle pas une cellule. Du coup, il y a un risque de réintroduction de cellules malignes au moment de la greffe. C'est très clairement démontré quand on prélève dans les leucémies. Alors, les modèles de greffe sont des modèles de greffe sur des cellules qui sont démunies de tout système immunitaire, puisque c'est des souris immunodéprimées. Du coup, elles peuvent elles-mêmes générer des tumeurs. Donc, ce n'est pas un modèle parfait. C'est vrai qu'on dit que la leucémie, vous voyez, ça c'est un ovaire de leucémie qui a été prélevé, qui a été juste après greffe. La souris avait récidivé, puisqu'on avait des cellules blastiques, mais elles ne peuvent pas du tout être contrôlées par le système immunitaire de cette souris qui n'en a pas. Ce n'est pas forcément la réalité chez une femme, même si aujourd'hui la greffe reste non indiquée
en cas de leucémie notamment, ou en cas de neuroblastome ou de lymphome de Burkitt, on est dans des situations où il y a un gros risque d'avoir des cellules tumorales résiduelles. Il commence à y avoir des grossesses qui sont rapportées. Pourquoi? Pour des patientes qui ont été prélevées en leucémie, à l'occasion de leucémie, alors qu'elles étaient en rémission. Donc quand elles sont en rémission, et même si on arrive à détecter encore des petits marqueurs, a priori, ce n'est pas une contre-indication formelle. Les données qui commencent à poindre laissent à penser qu'on peut avoir des patients qui ne récidivent pas en dépit de la greffe. Donc on ne doit pas parler de contre-indication réelle à la greffe, mais en tout cas de transplantation qui pourrait être déconseillée, mais aujourd'hui on n'a quand même pas beaucoup de données. C'est principalement sur de la théorie. Alors, on prélève quand même de plus en plus chez des enfants, puisque c'est la seule technique qui soit validée avant la puberté. Le problème de l'ovaire prépubertaire, c'est que ce n'est pas le même que l'ovaire adulte. L'ovaire prépubertaire, on n'a pas les mêmes. On a l'impression que plus on avance en âge, plus il y a une maturité qui se fait au niveau de l'ovaire. L'ovaire très jeune n'est pas si mature que ça, et on le voit d'ailleurs sur les résultats de l'AMP. Quand vous regardez les résultats en AMP et les taux d'aneuploïdie qu'on peut avoir, vous voyez que les taux les plus bas d'aneuploïdie sont aux alentours de 27 ans. Et avant ça, quand on fait de l'AMP chez des filles de 22 ans, vous voyez qu'à 22 ans, on a plus d'aneuploïdie qu'à 27 ans. Donc comme si on avait un ovaire qui n'était pas encore tout à fait mature. Et c'est exactement la même chose chez l'enfant, où on est en train de congeler un peu à tour de bras, et on ne sait pas réellement ce qu'on congèle, parce que les nombres de grossesses qu'il y a avec de l'ovaire prépubertaire, bien sûr, on n'en sait rien, parce qu'il y a une grossesse qui a été rapportée sur un ovaire qui a été prélevé chez une jeune fille en TANER 3, donc autant vous dire qu'elle n'était pas loin d'être pubère. Donc ça a fait une publication, mais aujourd'hui, dire qu'elle était réellement prépubertaire, on n'a pas beaucoup d'arguments pour le dire. En tout cas, sachez, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Alors il y aura bien sûr qu'on a 20-30 ans de progrès médicaux quand on préserve du tissu ovarien à l'âge de 5 ans ou 6 ans, ça c'est sûr, mais il faut quand même avoir cette limite et se dire qu'on n'est quand même pas sur du tissu ovarien qui est du tissu ovarien identique à celui qui est chez l'adulte. Et je crois qu'il faut associer systématiquement à ce prélèvement de tissu ovarien de la maturation in vitro, soit par un prélèvement qui se fait par voie transvaginale, soit par la récupération d'ovocytes immatures qui tombent dans le milieu de culture pendant qu'on fait la dissection de ce tissu ovarien. Pourquoi? Parce que ça combine les méthodes et ça augmente les chances pour ces patients. Et ça permet, puisqu'on est sur des techniques expérimentales, l'AMIV comme le tissu ovarien, d'essayer d'augmenter les chances de ces patientes-là. Ça ne coûte pas grand-chose, ça ne mange pas de pain, et ça permet et d'avoir des ovocytes et d'avoir du tissu. Donc c'est quand même tout bénéfice. Alors, juste un mot pour vous dire quand même, pour finir, qu'il y a des situations, on prélève même dans des cas de cancer, des cancers ovariens, où on dit que classiquement il ne faut pas réutiliser. C'est vrai, on est assez gêné dans les situations à risque, notamment des patientes BRCA, des patientes avec tumeur borderline. Eh bien ça, c'est une femme qui avait été prélevée dans un contexte de tumeur ovarienne. L'adénocarcinome avait un stade relativement peu avancé, pour lesquels on aurait dit il y a une contre-indication à la greffe. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'elle a été transplantée, elle a eu cette greffe, qui a été une greffe ponctuelle, et ensuite ils ont récupéré, ils ont enlevé, elle a eu une grossesse gémellaire, et cette femme-là, on lui a retiré son ovaire, qui a été analysé après, il y avait encore des cellules, des follicules qui étaient parfaitement fonctionnels, et ils ont recongelé ce tissu ovarien pour une éventuelle greffe ultérieure. Donc en fait, ça ouvre la porte pour les situations potentiellement à risque, de faire des greffes transitoires qui permettent éventuellement une grossesse, de recongeler et éventuellement de regreffer. Ça, c'est si jamais on n'arrive pas à avancer encore avec les techniques encore plus futuristes, telles que l'ovaire artificiel, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, où on va être capable d'isoler des follicules, de les mettre sur des matrices pour essayer de faire en sorte d'assurer le processus de folliculogénèse sans avoir à prendre le risque de regreffer des cellules tumorales. Je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions.